Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République, son Excellence Ismaïla Omar Guelleh, adresse ses meilleurs vœux à la nation pour le nouvel année 2025. Toujours dans l'actualité nationale, signature d'un accord de coopération économique et technique entre Djibouti et le Japon qui s'est tenu au sein du ministère des Affaires étrangères. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction de la Corée du Sud où un crash meurtrier remet en question la sécurité aérienne. C'était les titres, merci si vous nous rejoignez. Eh bien, en cette veille du Nouvel An, nous nous préparons à dire adieu à une année qui a vu notre nation naviguer à travers des moments charnières, mais aussi des triomphes. 2024, une année de défis, mais aussi des grandes réalisations sous la gouvernance éclairée. Cette année, sous l'égide d'une politique audacieuse et inclusive, nous avons écrit ensemble un chapitre de notre histoire marqué par le progrès. De ce fait, l'inclusion, rappelons-le, sociale n'a pas été qu'un slogan, mais une réalité tangible qui a ouvert des portes pour des milliers de nos concitoyens. Ainsi, face aux défis du changement climatique, nous avons fait preuve de résilience. Mais 2024 ne se résume pas simplement à des prérogatives au service et au bien-être de la nation. C'est l'année où des réformes dans tous les secteurs ont été mises en place. Insuffisant, une dynamique qui a prouvé que la transformation est possible quand la volonté politique rencontre l'action collective. Alors que nous nous tournons vers 2025, nous le faisons avec un sentiment d'accomplissement mais aussi de détermination. Quels seront les défis de demain? Quels rêves allons-nous réaliser ensemble? En cette journée où l'ancien cède à la place au nouveau, nous célébrons les acquis de notre nation de 2024. Nous souhaitons à tous un avenir où l'espoir, la paix et la prospérité seront les véritables héritages de notre action commune. Bonne année à tous et que 2025 soit l'année de la continuité et de l'excellence. Eh bien, je vous ai dans le titre. À l'occasion du Nouvel An 2025, le président de la République, son Excellence Ismaïla Omar Guelleh, a exprimé ses meilleurs vœux à ses compatriotes. Ainsi, le chef de l'État a mis ensuite à profit son vœu à la nation pour faire le point de la situation du pays. Mohamed Abdelrahman. Le président Guelleh exprime ses meilleurs vœux à ses compatriotes à l'occasion du Nouvel An 2025. Le président de la République, son Excellence M. Ismaïla Omar Guelleh, a, comme chaque année, à la même période, à l'avènement d'un nouvel an, exprimé ses meilleurs vœux à toutes les Djiboutiennes et à tous les Djiboutiens. Puisse l'année qui s'ouvre être porteuse davantage de bien-être, de progrès et de prospérité à chacun de nos compatriotes, a souhaité le chef de l'État, se réjouissant de la quiétude sans cesse continue caractérisant notre pays. La stabilité constante qui prévaut chez nous au fil des ans et des décennies, nous la devons indubitablement à la maturité de notre peuple, plaçant invariablement au-dessus de tout notre unité et cohésion, a dit en substance le président Guelleh. Nous devons aussi cette quiétude permanente au mérite imparti aux forces armées et de sécurité de notre pays qui s'acquittent toujours avec abnégation et courage du devoir sacré de faire valoir l'intégrité des biens et des personnes sur toute l'étendue du territoire, a dans le même élan indiqué le chef de l'État. Comme à son habitude, le président de la République mit ensuite à profit son vœu à la nation pour faire le point de la situation du pays et, ce à propos, fait état des instructions données à son gouvernement pour conférer à notre pays toutes les vertus d'une souveraineté économique et immuable. Il s'agit là d'un impératif d'autant plus sensible de nos jours que l'aptitude à la viabilité économique des pays est de plus en plus mise à mal par les conséquences d'une géopolitique en perpétuelle redéfinition et par les désagréments engendrés par des crises exogènes non prévisibles et transcontinentales, a mis en lumière le président Guelleh. Soyez assurés, mes chers compatriotes, que, au niveau de l'État, tout sera toujours mis en œuvre dans le combat pour la dignité de notre peuple, a dans son même volet souligné le chef de l'État, touchant mot aussi aux efforts constamment entrepris en faveur de la paix et de la stabilité régionale. Nous agirons toujours en faveur de la paix et de l'entente régionale préalable, indispensable à la réalisation d'une intégration des économies de cette partie du monde, a réitéré le président Ismaïla Omar Guelleh, qui eut par ailleurs une pensée particulière au peuple frère palestinien dont il a loué la bravoure
et la résilience face aux diktats criminels, lui recusant son droit inaléable et naturel de disposer librement de la terre de ses ancêtres. Et je vous le dis dans le titre, aujourd'hui s'est tenue au ministère des Affaires étrangères la cérémonie de signature de l'accord de coopération économique et technique entre le gouvernement djiboutien et le gouvernement chinois. Miri Mohamed. Aujourd'hui, s'est tenue au ministère des Affaires étrangères la cérémonie de signature de l'accord de coopération économique et technique entre le gouvernement djiboutien et le gouvernement chinois, et c'est en présence du ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf et de l'ambassadeur de Chine à Djibouti, M. Hui Bun, avec la participation de collaborateurs de deux parties. L'accord a été signé par le ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf et de l'ambassadeur de Chine. La cérémonie s'est déroulée en présence des nombreux collaborateurs de deux parties qui ont salué ce nouvel engagement de partenariat stratégique. Cet accord de coopération économique et technique vise à approfondir le lien entre les deux pays dans plusieurs secteurs clés. Eh bien, l'ambassadeur de Chine à Djibouti, M. Hu Bin, a exprimé la volonté de son pays de continuer à soutenir Djibouti dans ses projets de développement. Il a mis en avant l'importance de la coopération sino-djiboutienne dans le cadre de l'initiative Belt and Road. Écoutons-le. Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi d'avoir signé à côté de votre Excellence, Monsieur le Ministre, aujourd'hui l'accord cadre de la coopération économique et technique entre nos deux gouvernements, visant à renforcer davantage notre coopération qui est déjà excellente, comme vous disiez, Excellence, Monsieur le Ministre. Dans divers domaines, comme vous disiez, la liste est longue, variée, pour réaliser l'objectif commun, c'est-à-dire du développement partage entre nos deux pays, en bénéfice de notre peuple. Une nouvelle preuve d'une amitié exceptionnelle entre la Chine et Djibouti. La signature aujourd'hui est également une mesure importante pour mettre en œuvre des actions de partenariat comme annoncé par son Excellence M. Xi Jinping du sommet de Pékin du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC. Aussi pour mettre en œuvre les consensus importants entre nos deux chefs d'État, notamment la signature de cet accord. Aujourd'hui, dans la dernière journée cette année, on a fait un nouveau point culminant pour la conclusion réussie de notre célébration du 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques. De son côté, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, a souligné l'importance stratégique de cet accord pour le développement socio-économique de Djibouti. Permettez-moi de commencer par saluer les relations bilatérales solides qui existent entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine depuis 45 ans. Je tiens également à féliciter son Excellence, M. l'ambassadeur Hu Bin, pour sa participation aux côtés de notre président, son Excellence M. Ismail Marguerite, à l'inauguration de l'hôpital de Tadjoura. Cet événement représente une nouvelle preuve tangible du renforcement de la coopération entre nos deux nations amies. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec fierté que les relations bilatérales entre nos deux pays sont élevées, grâce à la vision partagée de développement durable de son Excellence, Monsieur le Président Ismail Omar Guelleh, Président de la République de Djibouti, et de son Excellence, Monsieur le Président Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine. Ces relations fructueuses résultent d'un long processus de coopération fondé sur des partenariats équilibrés gagnant-gagnant. Ces relations sont également renforcées par l'intégration de la République de Djibouti dans l'initiative de la ceinture et de la route, Belt and Road Initiative, qui a permis la mise en place de programmes d'aide au développement et la réalisation de vastes projets
multisectorielle. Il serait difficile de récapituler en quelques mots et en quelques minutes toutes les relations, toutes les réalisations dans le cadre de ces projets. En effet, la liste est longue et variée. Infrastructures portuaires et ferroviaires, santé, éducation, sécurité, culture, logements sociaux, agriculture, élevage et formation professionnelle sont autant de domaines concernés par ces avancées. Enfin, comme convenu lors du dernier sommet de Beijing du FOCAC entre nos deux gouvernements, nous avons le plaisir aujourd'hui de procéder à la signature d'un nouvel accord de coopération économique et technique entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi pour marquer le 75e anniversaire du franc Djibouti. La Banque centrale de Djibouti, en partenariat avec le STID, a lancé une initiative hors de commun, la caravane scolaire. Miri Mohamed. Ce fut une odyssée éducative à travers le temps et l'économie pour marquer le 75e anniversaire du franc Djibouti. La Banque centrale de Djibouti, en partenariat avec le CTID, a lancé une initiative hors du commun, la caravane scolaire. Ces projets novateurs transcendaient les simples festivités pour devenir une véritable odyssée éducative, culturelle et économique. L'objectif était clair, éduquer, sensibiliser et inspirer. La jeunesse djiboutienne devait découvrir, non pas dans le livre, mais par l'expérience, la valeur et l'histoire de notre monnaie nationale. Cette caravane, loin d'être ordinaire, a révolutionné les concepts même de l'apprentissage. Elle s'est imposée comme un musée vivant, mobile, qui voyageait de classe en classe, d'école en école, touchant tant la capitale que les régions lointaines. La réalité virtuelle a été l'outil magique qui a permis aux élèves de ne pas seulement lire l'histoire, mais de la vivre. Ils ont exploré les époques à travers des expositions interactives où chaque billet ancien, chaque pièce rare racontait une histoire. Les passés monétaires de Djibouti s'est déployé devant leurs yeux, transformant l'apprentissage en une aventure captivante, interactive et profondément immersive. Les ateliers pédagogiques ont transformé les salles des classes en laboratoires où la théorie raconterait la pratique. Les élèves devenaient acteurs de l'économie, participant à des simulations de marché, jouant de rôles clés dans l'écosystème financier. Cette approche a permis de démystifier l'économie, d'en montrer la complexité et la beauté de manière tangible et engageante. Le quiz, loin d'être une simple évaluation, était un jet de connaissances, un moyen pour les élèves de tester leur compréhension tout en s'amusant. Chaque question a été une occasion de découvrir une facette nouvelle de l'économie et de l'histoire monétaire de Djibouti. Les échanges avec les experts ont ensuite donné un visage humain à ces concepts, rendant la finance accessible et fascinante. Cette caravane ne se contentait pas d'enseigner, elle créait un lien, un dialogue entre les générations. Elle invitait les jeunes à réfléchir à leur rôle dans le futur économique du pays, à comprendre l'importance de notre monnaie comme un pilier de notre identité nationale. C'était un appel à l'engagement, à la responsabilité. En utilisant la technologie comme un pont entre le passé et le présent, cette initiative a illustré comment l'éducation pouvait être réinventée pour être plus engageante, plus pertinente. Elle a montré que l'histoire économique et financière pouvait non seulement être accessible, mais aussi essentielle pour comprendre notre place dans le monde. La caravane scolaire ne se contentait pas de célébrer un passé glorieux, elle traçait une voie vers l'avenir. Elle a forgé une nouvelle conscience économique chez les jeunes, une fierté renouvelée pour notre monnaie et notre nation. Santé à présent, où après les phases de développement et l'obtention de l'autorisation sur le marché, tout produit de santé doit faire l'objet d'un suivi particulier sur le terrain et dans son environnement réel d'utilisation. La pharmacovigilance, qui est la première des vigilances sanitaires pour la minimisation des risques, élément essentiel du contrôle de la sécurité de tout produit de santé. Son rôle est d'assurer la surveillance, l'évaluation, la prévention et la gestion des risques d'effets secondaires. La gestion d'effets secondaires, en particulier les effets indésirables résultant de l'utilisation des produits de santé. Objectif de cet important atelier était, dans un premier temps, la validation du guide pharmacovigilance, la validation des membres du comité national de pharmacovigilance, la validation du circuit national de remontée des données pharmacovigilance, la désignation des points focaux. Pour rappel, en décembre 2022, la République de Djibouti, par le biais de la direction des médicaments, des laboratoires et de l'industrie pharmaceutique, a initié la mise en place d'un système de pharmacovigilance à Djibouti. Et dans son intervention,
Le représentant adjoint de l'OMS a remercié et félicité le gouvernement et le ministère de la Santé pour cette initiative importante qui marque un pas crucial dans l'amélioration de la sécurité des médicaments. C'est un grand honneur et un privilège pour moi de m'adresser à vous ce midi pour l'OMS et l'UNICEF à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cet atelier de validation du guide de pharmacovigilance ici à Djibouti. Avant tout, je tiens à exprimer nos sincères félicitations au gouvernement de Djibouti et au ministère de la Santé pour cette initiative importante qui marque un pas crucial vers l'amélioration de la sécurité des médicaments et de la santé publique dans le pays. L'OMS et l'UNICEF sont heureux de soutenir ce processus qui s'inscrit pleinement dans notre mission de promouvoir la santé, d'assurer la sécurité des médicaments et de renforcer la confiance des populations dans le système de santé. Après avoir accompagné la révision de la liste nationale des médicaments essentiels de Djibouti en 2023, suivi de sa validation et son adoption, un autre volet pour améliorer la sécurité des patients se concrétise. Il s'agit de la pharmacovigilance qui nous réunit ici aujourd'hui. Sur ce volet, un draft du guide pharmacovigilance avait été élaboré. Les fiches de notification des effets indésirables et des MAPI ont déjà été élaborées et validées. Il me plaît de vous rappeler, mesdames et messieurs, que la pharmacovigilance est une composante essentielle des systèmes de santé modernes. Elle permet de détecter, d'évaluer et de comprendre et de prévenir les effets indésirables des médicaments afin de garantir qu'ils soient utilisés de manière sûre et efficace. Eh bien, dans son intervention, le secrétaire général du ministère de la Santé a déclaré que cet atelier marque une étape décisive dans la mise en place d'un système national de pharmacovigilance robuste et qui s'inscrit dans le cadre de l'effort continu pour améliorer la qualité de la prise en charge. Écoutons-le. C'est un immense honneur pour moi de participer à cet atelier national de validation du guide de pharmacovigilance. Votre présence aujourd'hui témoigne de notre engagement collectif à garantir la sécurité des médicaments et des vaccins pour la population djiboutienne. Comme vous le savez, la pharmacovigilance est une priorité absolue pour notre ministère. Elle nous permet de surveiller de manière proactive les effets indésirables des médicaments et des vaccins, d'évaluer les risques potentiels et de prendre des mesures adéquates pour protéger la santé de nos concitoyens. Cet atelier marque une étape décisive dans la mise en place d'un système national de pharmacovigilance robuste et performant à Djibouti. Il s'inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par notre gouvernement pour améliorer la qualité des soins de santé et à garantir l'accès à des médicaments et des vaccins sûrs et efficaces. Je tiens à saluer le travail remarquable accompli par la direction des médicaments, des pharmacies et des laboratoires et de l'industrie pharmaceutique, de l'inspection générale des services de santé, du programme élargi de vaccination, avec l'accompagnement du bureau OMS de Djibouti pour l'élaboration de ce guide national de pharmacovigilance. Ce document, fruit d'une collaboration étroite entre experts nationaux et internationaux, constitue un outil précieux pour tous les acteurs impliqués dans la chaîne du médicament. Il est essentiel de valider collectivement ce guide en intégrant les commentaires et les suggestions de tous les participants ici présents. Vos contributions, enrichies par vos expériences et vos expertises, permettront de finaliser un document adapté aux réalités de notre pays et conforme aux meilleures pratiques internationales. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le ministère de la Culture qui a tenu un atelier sur le rapport des activités 2024, coordinateur du projet, Myriam Mohamed. Le ministère de l'Agriculture a tenu hier un atelier de présentation du rapport d'activité 2024 et a validé de manière participative le plan de travail du BTBA pour 2025. Cet événement d'une importance stratégique a réuni les principaux acteurs du secteur avec la présence marquante du secrétaire général du ministère. Cet atelier s'inscrit dans une dynamique d'amélioration du projet en cours, notamment pour l'accès à l'eau et le développement de l'agrobusiness dans les zones ciblées par le projet phare. L'objectif global
de mer, le renforcement de la compétitivité et de la résilience de filières agroalimentaires à sélectionner tout en apportant des solutions adaptées aux enjeux climatiques et socio-économiques actuels. Les rapports des activités 2024 présentés par Abdou Issi Ali Mirito a mis en lumière le résultat des initiatives visant à promouvoir une agriculture durable. L'approche participative de cet atelier dirigé par le coordinateur et son adjoint Baragoïta Saïd a permis à l'ensemble des parties prenantes, institutions internationales, acteurs publics et privés ainsi que des organisations régionales et locales de contribuer de manière significative. Le gouvernement qui a beaucoup investi jusque-là dans les projets de résilience pour améliorer l'accès à l'eau des populations nomades s'engage maintenant à changer un peu de paradigme en promouvant et en priorisant des projets d'agro-business qui vont maintenant commencer. L'objectif étant de réduire bien sûr notre indépendance alimentaire dans un contexte de crise régionale et internationale. Il nous faut donc améliorer la sécurité alimentaire et sécuriser l'assiette des Djiboutiens. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les projets des filières agricoles résilientes et le PEJAC initié par le ministère de l'Agriculture. Et comme je vous le disais, cet atelier marque une étape importante vers une agriculture plus durable et inclusive où chaque voix compte et chaque idée a le potentiel de transformer le paysage agricole. Écoutons le secrétaire général du ministère de la Culture. Cet atelier représente une étape importante pour la mise en œuvre de notre projet d'appui aux filières agricoles résilientes qui vient en complémentarité avec d'autres projets initiés par le ministère. C'est un projet qui incarne notre engagement vers le développement durable du secteur agroalimentaire en République du Djibouti. Permettez-moi de rappeler que le rapport de l'année 2024 couvre uniquement la période de 5 mois, d'août à décembre. Ceci explique par le fait que la mise en vigueur du projet IDA a été prononcée le 8 juillet 2024 et la première avance de démarrage n'a été reçue par le projet que le 2 octobre 2024. Cette période a marqué le démarrage officiel de ces projets malgré les délais et depuis, le projet a accompli plusieurs progrès significatifs en termes d'opérationnalisation, en lien avec les plans d'action établis en août dernier. Ces avancées témoignent des efforts consentis pour établir les bases solides de la mise en œuvre opérationnelle du projet. Mesdames et messieurs, chers collègues, malgré ces retards et les conditions liées aux conditions d'entrée en vigueur du projet, le phare a achevé sa première phase de prédémarrage grâce à la mise en place des conditions nécessaires telles que la validation du MOP, qui est le manuel d'opération du projet, l'adoption du cadre de gestion environnementale et sociale. Tout ça ont permis de témoigner la capacité de la cellule d'exécution du projet à collaborer efficacement pour mettre en œuvre ces projets ambitieux. Social à présent, où la grande salle du Palais du Peuple a accueilli hier la cérémonie de distribution de la deuxième tranche de parrainage des orphelins de l'année 2024. Myriam Mohamed. Empruntée de solidarité, la grande salle du Palais du Peuple a accueilli hier la cérémonie de distribution de la deuxième tranche des parrainages des orphelins de l'année 2024 sous la présidence du directeur général du fonds, Souleymane Hussein Moussa. Cet événement, qui a réuni de hauts responsables du ministère des Affaires musulmanes et des biens WARF, ainsi que de représentants de bienfaiteurs issus du secteur civil et militaire, a incarné le valeur le plus noble de l'engagement communautaire à Djibouti envers les orphelins en consolidant le principe de prise en charge des groupes le plus vulnérables. Cette tranche a permis d'apporter un soutien à 1160 orphelins issus du quartier populaire de la ville de Djibouti et de la périphérie des Balbala. Chaque enfant a reçu une somme de 15 000 francs dans le but de répondre à leurs besoins essentiels, d'améliorer leur qualité de vie et de leur offrir un sentiment d'appartenance et de soutien communautaire. Par ailleurs, ces allocations ont également été distribuées dans les régions de l'intérieur où 1525 orphelins ont bénéficié. Notons que le programme de parrainage des orphelins lancé en 2007 par son Excellence Ismaïl Omar Guelleh est l'une des initiatives humanitaires. L'islam, à travers le Saint-Coran et les hadiths, nous enseigne l'importance d'apporter amour et soutien aux orphelins. Ce geste, comme il a été dit auparavant, dépasse la simple générosité. Il purifie nos cœurs, renforce les liens entre nous et nous rapproche des valeurs fondamentales de solidarité et de compassion.
Parrainer un orphelin, c'est offrir à ses enfants une lueur d'espoir. Enfin, je souhaite exprimer ma gratitude aux initiateurs visionnaires de ce programme. Je salue le président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, et la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haïd, pour leur leadership et leur engagement indéfectible envers les orphelins. Eh bien, dans son intervention, le directeur général de Diwan Al-Zakka, M. Souleymane Hussein Moussa, a exprimé ainsi sa gratitude envers le président de la République pour sa vision éclairée ayant conduit à la création de Diwan Al-Zakka en 2004, marquant ainsi une nouvelle ère de générosité institutionnelle. Il a salué le soutien infaillible du ministère des Affaires musulmanes et des biens waqf, tout en affirmant que les efforts conjoints au niveau national font de ce programme un réussi. M. Moussa a également exhorté les commerçants et les personnes aisées à s'engager dans ce projet, soulignant que le parrainage des orphelins n'est pas seulement un devoir religieux ou moral, mais aussi un investissement dans la construction d'une société cohésive, enrichie par des valeurs de justice et de solidarité. Il a mentionné que cette distribution coïncide avec la nouvelle année 2025 et a annoncé le lancement d'un projet national global pour la gestion des affaires des orphelins en partenariat avec des organismes et associations caritatives. L'objectif est d'augmenter, a-t-il dit, le nombre de bénéficiaires, d'élargir la portée des parrainages afin de toucher toutes les nécessiteux. Rappelant que cette cérémonie n'est pas seulement une célébration, mais aussi un rappel de l'importance de la solidarité communautaire dans la construction d'un avenir prometteur pour les orphelins, a-t-il conclu. La direction de l'insertion sociale des jeunes et du volontariat a lancé une formation d'arbitrage de 2 jours, du 30 au 31 décembre, formation théorique et pratique en prévision des prochaines compétitions intra-théoriques et pratiques. Le CDC du foot, dont le coup d'envoi est prévu au Centre de développement communautaire de Hajdidi. Quelques 25 animateurs des CDC de la capitale et des régions de l'intérieur ont profité de cette formation qui sera dispensée par une équipe de la direction de l'insertion sociale et du volontariat. Certes, comme toute épreuve sportive et autres individuelle ou collective, le déroulement des jeux exige la présence d'un arbitre qui sera chargé de veiller à la régularité et à la confrontation pour trancher et départager les compétiteurs. La responsable a appelé les jeunes animateurs à aborder cette formation avec sérieux, assiduité, enthousiasme et ouverture d'esprit, en se rappelant que chaque match qu'ils vont arbitrer sera une occasion d'enrichir leur expérience et de contribuer à la qualité et au succès de ce tournoi national. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture, à travers cette initiative, espère que deviendra des modèles de référence pour l'organisation future des compétitions locales et nationales, a ajouté la directrice. Ainsi, la directrice de l'insertion sociale du volontariat, Mme Ruqiyya Hassan, a indiqué que le baby-foot est un jeu de table qui, bien qu'il soit considéré comme un divertissement, exige discipline, rigueur, respect des règles, réagissant à la régularité de la pratique des jeux. Écoutons-la. Un honneur et un immense plaisir pour vous accueillir aujourd'hui à l'ouverture de cette formation dédiée à la formation des arbitres de baby-foot, qui aura lieu durant 2 jours, à commencer d'aujourd'hui. Demain, la session pratique au CDC de Hajdidi. Cette session est organisée dans le cadre de l'organisation du tournoi national de baby-foot par le ministère de la Jeunesse et de la Culture et revêt une importance capitale pour le succès de cet événement tant attendu. En tant qu'animateur de centre de développement communautaire, vous êtes le relais essentiel de la pratique de cette discipline auprès de notre jeunesse. C'est pourquoi il est crucial que vous soyez formés non seulement aux techniques de baby-foot, mais aussi aux principes d'arbitrage. Ce stage vous permettra d'acquérir des compétences nécessaires pour exercer cette fonction avec professionnalisme et impartialité. Je tiens à souligner que cette formation n'est pas non seulement une étape pour la préparation de ce tournoi national, mais aussi un investissement dans l'épanouissement de notre jeunesse. Direction le sud du pays, où la journée de don de sang organisée par la société civile de Dikil, en collaboration avec le CMH de Dikil, a été un véritable succès, grâce à la mobilisation des habitants de Dikil, ainsi qu'au soutien des autorités locales. Un nombre record de donneurs ont répondu présent.
Élan de solidarité sans précédent, cette journée a démontré une fois de plus la générosité et la solidarité de la population d'Ikil. Les donneurs de tout âge et tout horizon ont répondu à l'appel avec enthousiasme, conscients de l'importance de leurs gestes pour sauver des vies. La société civile tient à remercier chaleureusement tous les donneurs de sang pour leur engagement et un remerciement tout particulier s'adresse à la préfecture et au conseil régional du Kil pour leur soutien. Malgré cet élan de solidarité, les besoins en sang restent importants. Les réserves sanguines doivent être régulièrement renouvelées pour répondre aux besoins des patients. C'est pourquoi la société civile appelle à la population de faire du don de sang un geste citoyen régulier. Régional à présent, direction l'Éthiopie où 71 personnes sont mortes dans un accident de la route dans le sud de l'Éthiopie. Dimanche, a annoncé la police précisant que le véhicule qui transportait les victimes est tombé dans la rivière de Gelana, dans la région de Sidama, située à environ 300 km au sud de la capitale d'Addis Abeba. Le conducteur d'un camion transportant des ouvriers dans les plantations de café, un groupe qui se rendait à un mariage, a perdu le contrôle sur une route sinueuse en approchant un pont, a expliqué l'agence de presse. Le responsable de la communication des autorités régionales de l'accident a été particulièrement horrible car le cours d'eau contenait des grosses pierres sur lesquelles la plupart des victimes se sont écrasées. Et je vous disais dans le titre, 7 personnes dont 6 nourrissons sont mortes de froid à Gaza en raison du froid hivernal extrême après avoir été forcées de vivre dans des conditions insalubres. Gaza. 7 personnes, dont 6 nourrissons, sont mortes de froid à Gaza en raison du froid extrême après avoir été forcées de vivre dans des conditions insalubres dans des tentes alors que se poursuivent les attaques israéliennes sur Gaza. 6 bébés et une infirmière ont perdu la vie à cause de vagues de froid de ces 6 derniers jours. La bande de Gaza est vulnérable au froid. Israël a tué plus de 45 500 personnes à Gaza depuis le 7 octobre 2023 malgré une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies appelant à un cessez-le-feu immédiat. Direction la Corée du Sud, où alors que la Corée du Sud pleure ses 179 victimes du Boeing 737 de la compagnie Jeju Air, les questions autour de la sécurité des infrastructures se multiplient. Ferdous Hussein. En Corée du Sud, un crash meurtrier remet en question la sécurité aérienne. Alors que la Corée du Sud pleure les 179 victimes d'un Boeing 737-800 de la compagnie Jeju Air, les questions autour de la sécurité des infrastructures se multiplient. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'avion aurait atterri à une vitesse trop élevée, peut-être en raison d'une panne de volet ou d'un dysfonctionnement hydraulique. L'appareil a alors franchi l'extrémité de la piste où se trouvait une barrière de béton. Pour nombre d'experts, la présence d'une structure si rigide dans la zone de dégagement contrevient aux normes en vigueur et aurait aggravé le bilan humain. Le gouvernement sud-coréen s'est engagé à inspecter l'ensemble des Boeing 737 opérant dans le pays. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Et encore une fois, bonne et heureuse année à tous où que vous vous trouviez.